You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut Greg. Salut Jean-Fred, comment ça va? Mais ça va impeccablement bien. Premier épisode post-trêve olympique. Il y a peu de matchs, donc on a décidé de voyager. On s'est rendu à Fribourg. On a Christian Dubé à notre micro. Salut Christian. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien, vous? Ça va bien, merci. Cette pause olympique, c'était pas trop long? Disons que quand tu passes un mois sans jouer, c'est un petit peu long, mais je pense qu'aussi c'était une pause qui était un peu appréciée parce qu'on a quand même eu pas mal de matchs aussi. On a eu la pause COVID, donc je pense physiquement et mentalement, ça nous a fait du bien. De voir que Kylian Motet n'est pas allé trop loin, Raphaël Diaz n'est pas allé trop loin, t'étais le premier supporter des Finlandais en quart de finale ou quand même pas? Non, pas du tout. Comme je l'ai dit à tous mes joueurs qui ont été aux Olympiques, le but c'était de gagner une médaille. Donc, je leur souhaitais vraiment le meilleur. Par la suite, il y a aussi une petite crainte quand tu es coach d'envoyer des joueurs là-bas puis qu'il y ait des blessures ou autres. Donc voilà, tout le monde... Enfin, les Suisses et les Canadiens vont revenir en santé. Il reste Daniel Brodin qui est encore là-bas. Parce qu'on enregistre en fin de Jeux olympiques. Daniel Brodin n'est pas encore champion olympique, on verra. Comment ça se passe, 3 semaines comme ça d'arrêt dans une saison? Comment toi tu l'as préparé? Tu essaies déjà, il faut une coupure. Il faut une coupure pour le corps et le cerveau parce que... il faut donner un break aux gars. Pour moi, c'est important de recharger les batteries, vraiment revenir après cette pause puis être 100% dans la tête et physiquement. Donc, on a eu une pause de 9 jours de suite. Et puis, par la suite, on a eu 4-5 entraînements un jour de suite très intenses. Et puis, pour essayer de créer un reset, comme on dit. Et puis, par la suite, on a encore donné quelques jours de congé. Et puis, on est comme en deuxième phase vers la fin de cette pause. Et puis, on essaye de pousser pour recréer un peu l'intensité des matchs et de la saison. Quand on commence avec cette saison, on sait qu'il y aura une trêve olympique. Est-ce qu'on prépare différemment? Est-ce que tu as déjà un plan en disant « Ok, c'est peut-être dans 4-5 mois, mais je suis obligé d'y penser maintenant » parce qu'après, en plus, il y aura les playoffs, etc. Et que c'est déjà au mois d'août, finalement, qu'on pense déjà à ça? Ou bien non, on se laisse un petit peu porter par la chose? Non, on planifie déjà d'avance. On regarde un peu le nombre de jours qu'on est sans jouer. Donc, c'était pratiquement 4 semaines. On regarde le nombre de jours qu'on va donner. Les gars veulent savoir assez tôt aussi pour pouvoir booker leurs vacances, si je peux dire. Donc, ils ont des familles aussi. Donc, c'est des choses à prévoir d'avance. Et puis... donc, on a regardé ça assez tôt dans la saison. Puis, c'est important. Les vacances, justement, on sait qu'en NHL, par exemple, quand il y a le break, le All-Star Game, et puis maintenant, ils essaient aussi de mettre une petite semaine pour que les gars puissent aller. En général, ils voient à Cabo San Lucas, on les voit souvent aller au Mexique, se ressourcer un petit peu. C'est un truc, tu te dis, en tant que coach, oui, les gars, allez-y, faites un break, c'est cool. Mais s'il vous plaît, faites pas quand même trop la fête ou trop décompressé parce que vous savez que ça va être très tendu. Parce que justement, on est en fin de saison et que c'est pas au milieu comme ça de rien, quoi. Mais écoute, c'est quand même 4 semaines sans jouer. Donc, même si les gars font la fête 2-3 jours, je pense pas que c'est une catastrophe. C'est pas comme si tu fais un All-Star Break de la NHL où ils sont seulement 1 semaine ou 4-5 jours à l'arrêt. Donc, nous, même si les gars sont à l'arrêt... 1 semaine et qu'ils font 4-5 jours pour vraiment décompresser et faire la fête, si on veut, tu arrives encore 3 semaines et demie pour récupérer. Donc, moi, c'était vraiment que écoute, on est en bonne position, on a bien poussé. Donc, profitez de cette semaine de congé, faites ce que vous avez à faire. Mais par contre, quand on recommence, ça va être très intense. Et puis, on a mis le focus sur différentes choses. Recharger les batteries, la récupération, bien s'alimenter. Donc, des choses comme ça qui sont très importantes. Vous avez passé cette pause dans le fauteuil de leader. C'était vraiment... C'est important ou finalement c'est juste une anecdote? On voulait être en bonne position, être premier. Comme je l'ai dit, je ne mets pas focus du tout là-dessus. Si on peut finir premier, on va finir premier. Mais par contre, pour moi, ce qui est important... vu que tu es en bonne position, puis je pense qu'on a quand même des bonnes chances de finir dans le top 4, top 6, c'est d'avoir l'équipe en bonne santé physique et mentale pour commencer ces playoffs. Donc, je veux tout faire pour finir le plus haut possible,
Mais si on finit 2, 3, 4, ça ne sera pas la fin du monde non plus. T'es surpris de cette saison? Si on m'avait dit que j'étais premier à la pause olympique, je t'aurais dit que c'est une saison exceptionnelle. Parce que, comme on l'a dit, nos objectifs de début de saison étaient de finir top 6. Il y a une grosse concurrence dans la Ligue. Hein. Les équipes qui sont présentement 7, 8, 9, 10, 11, c'est très, très serré. Donc, c'est un peu une surprise, oui. Si on compare l'équipe de cette année à celle de la saison passée, il n'y a pas énormément de changements. Bien sûr, il y a quelques pièces qui ont été... Il y a un Stolberg en moins, il n'y a plus que 4 étrangers, il y a Diaz en plus, évidemment. Mais ce n'est pas une équipe complètement différente. Pourtant, on a l'impression que oui. Toi, tu as l'impression qu'elle est vraiment différente de la saison passée, cette équipe? Ben, je pense qu'elle a évolué. Je pense qu'on a quelques joueurs, comme tu l'as mentionné, qui sont différents, avec Raphaël Diaz, Mauro Dufner, aussi qui nous font du bien en défense. Donc, je pense qu'on a une meilleure défensive que l'année passée. La manière de jouer aussi est différente. On a changé des petites choses avec Pavel. Puis je pense qu'on a un style un petit peu plus agressif. Et puis, je pense que notre contrôle, puck management est beaucoup mieux qu'il était la saison passée. Ça augure des playoffs aussi différentes de la saison passée. Vous avez appris quelque chose, j'imagine, des derniers playoffs? Ben, j'espère bien qu'ils vont être différents. Donc, c'est ça le but. Je pense que les gars aussi ont à travers la gorge un peu comment ça s'est passé l'année passée. Ces playoffs. Il faut se rappeler aussi qu'on jouait sans fans. C'est-à-dire, on est une des meilleures équipes à la maison cette saison. Je pense que les fans en sont une raison. Donc voilà, pour nous, c'est une nouvelle saison, puis on espère vraiment d'avoir appris de la saison passée. Et puis quand on vous annonce finalement favori parce qu'on regarde la saison régulière, on a l'impression qu'à Fribourg, on va tout de suite un peu downplay le truc et te dire attendez, c'est la saison régulière, très bien. Est-ce que tu ressens ça un petit peu? T'essayes aussi un peu de calmer les ardeurs, ou est-ce qu'à un moment il faut se dire oui, on assume, c'est vrai, on est premier de la saison régulière, c'est pas un hasard. Et puis on vise peut-être pas la finale, mais finalement on est premier de la saison régulière, donc on a été les meilleurs jusqu'à présent. Non, mais les personnes qui me connaissent savent que je suis une personne ambitieuse. Je ne suis pas à Fribourg pour finir 8e ou comme ça, mais par contre, il ne faut pas oublier d'où on vient. Je rappelle aussi que tu as des équipes comme Zurich, Lausanne, qui investissent énormément dans leur équipe, Lugano, Berne. Donc, on est très bien, on a une très bonne saison, mais on a perdu en quart de finale l'année passée. L'année d'avant, il n'y a pas eu de play-off. L'année d'avant, on a perdu aussi en quart de finale ou pas qualifié pour les play-offs. Tu ne passes pas une équipe qui perd en quart de finale à champion du jour au lendemain. Step by step. Donc, notre focus est sur la première série de play-offs qu'on va essayer de gagner. Donc, step by step. Tu disais que l'équipe a évolué par rapport à la saison dernière. Il y aura aussi un coach qui a du coup une saison de play-off derrière lui maintenant. Toi, tu as appris quoi des derniers play-offs à titre personnel sur le banc? Tu as appris quelque chose? Ben, tu apprends toujours. J'apprends tous les jours. Donc, il y a des choses que je ferais différent, c'est sûr. Mais comme je l'ai dit, c'était une saison très spéciale, sans fans. Il y a des choses aussi qui se passent toujours un petit peu à l'interne et puis que je managerai d'une manière différente. Et puis, j'ai appris ça. Puis, on va aussi aborder les playoffs j'espère avec un état d'esprit différent. Justement, l'état d'esprit, la saison passée, on a eu l'impression que Genève avait justement cette expérience des playoffs, on va dire, avec notamment, tout le monde a mis le focus sur Noah Rod, mais c'est presque un peu trop réducteur, disons. Mais Fribourg a cette vitesse supplémentaire, est capable de trouver cette vitesse supplémentaire ou ce mode playoff qu'on ressort à chaque fois les dernières semaines avant les playoffs. Ben, écoute, c'est à nous de l'avoir. Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on joue si bien durant la saison, puis qu'on arrive en mode playoff, puis qu'on ait un petit problème, puis que ça crée qu'on n'arrive plus à repartir. Donc, c'est à nous vraiment de s'assurer que tout est au point, puis d'avoir assez confiance en soi pour que si on a un match ou deux que ça ne fonctionne pas, qu'on puisse retrouver notre jeu et vraiment de s'appuyer sur des bases solides. On a parlé surtout de ta première casquette, mais tu en as une autre. Laquelle? Quelle qui est la première et quelle qui est la deuxième? Connexion. C'est quoi la plus importante, du coup? La plus lourde à porter, on va dire, entre coach c'est tellement différent. Coach, c'est du management à tous les jours de 20-25 joueurs. T'es manager, c'est différent. T'es en haut, c'est des dossiers totalement différents. Donc, je pense que... T'es plus papa avec lequel? Quand quand t'es coach, je veux dire...
t'as quand même une grosse charge de travail psychologique aussi. Je travaille beaucoup, moi, sur la relation, la communication avec les joueurs. Pour moi, c'est très important. Donc ça me prend beaucoup émotionnellement aussi. Justement, là, il y a eu pas mal depuis que tu es arrivé à la tête de Fribourg-Gotteron comme coach, il y a eu plusieurs interviews qui ont fait date, où on s'est rappelé des mots que tu as dit devant la presse, notamment une fois devant moi à Davos, mais pas que moi. Ces moments-là, il y a eu pas mal de gens qui ont analysé ça, qui ont dit « Ah, il va perdre son vestiaire, à être critique à ce point-là avec ces gars ». Toi, tu as des retours après de tes joueurs où ça a pu potentiellement les heurter ou mal passer auprès d'eux? Ben déjà, est-ce que j'ai perdu le vestiaire? S'il vous plaît, c'est moi. Je dirais non. Bon. Donc, tu as deux manières en tant que joueur. J'ai joué assez longtemps pour savoir que quand tu te fais attaquer comme ça publiquement, c'est soit tu dis qu'il aille, Fuck it. qu'il aille se promener, ou tu as une réponse parce qu'il a raison. Donc, je pense que si l'équipe montre une réaction, c'est qu'il y a une certaine vérité en arrière de ça. Donc, c'est rare que j'attaque publiquement comme ça, mais à un moment donné, quand on a un trop plein, j'ai pas peur de dire les choses, j'ai pas peur de dire ce que je dis ou ce que j'ai dit, parce que je suis très demandant envers moi-même, je l'étais en tant que joueur, donc je m'attends à ça de mes gars. Je suis le premier à dire quand on joue bien, qu'on est extraordinaire, puis qu'on joue mal, qu'on n'est pas bon. C'est la réalité, c'est comme ça. Si t'es pas capable de l'accepter en tant que professionnel, ben je suis désolé, t'es dans le mauvais business. Peut-être je suis dur, peut-être je suis pas normal, je suis différent, peut-être, je l'assume, mais je suis comme ça. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des joueurs qui seraient peut-être revenus vers toi en disant « Mais merci de l'avoir dit comme ça nous enlève presque une charge ». Je dis ça parce que j'ai un exemple dans un autre club où un joueur est allé vers son coach et lui a dit « Aujourd'hui à l'entraînement », et le coach n'était pas encore établi, « Aujourd'hui à l'entraînement, pourris-moi ». C'est un des leaders du vestiaire. Et montre que c'est toi le chef et fais-le en me prenant à partie. Est-ce que tu as des joueurs qui sont venus vers toi en te disant « Merci quoi, de l'avoir fait ». Il y a plusieurs joueurs qui ont dit que c'était la bonne chose à faire. Plusieurs joueurs. Même quand, pas des choses publiques, mais des choses qui se sont passées à l'interne, que des fois que tu donnes un coup de poing, puis pas aux joueurs, mais un coup de poing sur la table. Puis de dire, écoute, devant tout le monde, je suis désolé, c'est inacceptable. Donc, si t'es fair, si t'es honnête avec tout le monde, et puis qu'il n'y a pas de favoritisme à gauche et à droite, les gars, ils le prennent bien. Je le dis, je suis le premier à dire quand je fais des erreurs. Il n'y a aucun problème. On est humain. L'erreur est humaine. Je dis pas des choses pour planter le gars publiquement. Je dis des choses parce que, pour moi, c'est pas acceptable. Si on veut, en tant qu'équipe et organisation, faire un pas, ben il faut que les gars acceptent ça. Je veux dire, c'est simple. Est-ce qu'il y a des coachs, justement, tu les sens peut-être des fois un peu trop en retenue, qui n'osent pas trop dire, et tu te sens presque d'une autre nature, finalement, un peu à part, en te disant « Ah, ben lui, politiquement, il n'ose pas trop dire, alors que je sais, dans cette situation-là, il devrait le faire. » Ben, ce qui n'est pas facile, moi, personnellement, je vois ça que j'ai rien à perdre. Je suis à Fribourg, je suis directeur sportif, je suis coach. Je fais comme je pense, et puis si on n'est pas content, ben voilà, on me changera, puis il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a rien de pire qu'une personne qui est là, puis elle n'est pas comme elle est à cause qu'elle a peur de perdre son job ou elle a peur de froisser des gens. Moi, je suis pas comme ça. Je veux dire, je froisse plein de gens, je le sais. Il y a plein de gens qui m'aiment pas, je le sais, mais il y a plein de gens qui m'aiment aussi. Est-ce que d'avoir deux casquettes, finalement, d'être son propre patron en disant que c'est le directeur sportif Christian Dubé, est-ce qu'il va virer l'entraîneur Christian Dubé, ça permet peut-être d'évoluer un peu plus, d'avoir un peu plus de latitude, parce que tu as un peu les deux côtés du club, finalement, l'aspect in-game de la glace, et puis aussi un peu l'aspect coulisses et administratif. Ben, c'est sûr que j'ai pas peur de moi-même, parce que j'ai... Donc, mais en même temps, je suis pas stupide non plus. Si je vois que Christian Dubé comme coach ne fonctionne plus, ben je resterai pas coach. Mais, je le répète, je dis aussi ce que je dis parce que j'ai peur de rien. Je veux dire, si je le fais par pure honnêteté, ce que je dis, je dis ce que je pense, et puis si ça fait pas l'affaire, ça fait pas l'affaire. Je perdrai mon job, il n'y a aucun problème. Quand tu étais joueur, tu as eu des coachs justement qui t'ont peut-être marqué dans ce sens-là, de qui tu t'inspires peut-être aujourd'hui? Ben, j'ai eu des expériences justement qui font qu'un coach est arrivé, il était comme il est, dur, ci et ça a fonctionné, puis tout d'un coup, il a changé à cause que son patron lui a dit de changer,
Puis 2 ans plus tard, il s'est fait foutre dehors, puis on lui a dit « Ouais, t'es plus comme t'étais. » Donc, si j'ai à me faire mettre dehors ou perdre mon job, ben je le perdrai au moins je ne changerai pas comme je suis. Puis je resterai la personne que je suis. Donc, comme je le dis, je fais pas tout juste, mais j'essaie vraiment d'être honnête et dire ce que je vois et ce que je pense. Là, pour rebondir sur la question de Greg, un coach qui t'a marqué, pas forcément besoin de faire du name dropping, mais vraiment, tout d'un coup, on te dit, est-ce qu'il y a un coach, une figure où tu dis, ouais, lui, c'était quand même un sacré bonhomme, quoi. Non, mais j'ai eu plein de coachs qui étaient bien. Mon premier, Jim Colleff à Lugano, je l'adorais. C'était une bonne personne, très honnête. J'ai joué 3 ans pour lui. J'ai adoré jouer pour lui. Quand j'ai gagné à Berne avec Ken Rumke, c'était magnifique aussi. John Van Boxmeer, qui était hyper dur, mais moi, ça a très bien fonctionné avec. Donc, Larry Ross aussi, qui a été très bon pour nous. On a gagné mon 2e championnat à Berne. Il a été excellent pour l'équipe. Même si je ne m'entendais pas tout le temps super bien avec, il m'a apporté plein de bonnes choses. Puis on s'entendait très bien à la fin. Donc, d'ailleurs, je l'avais engagé à Fribourg par la suite. Donc, des figures... T'as plein de coachs comme ça qui te marquent, puis j'essaye de prendre le positif de ce que j'ai vu. Pardon. Pas de souci. Pour revenir du coup à la deuxième casquette, comment tu gères justement ces deux choses? Parce qu'un matin, tu es peut-être en train de parler avec l'agent de joueur X qui est en fin de contrat, et le jour même, tu vas être sur la glace avec lui. C'est compliqué de faire la part des choses entre les deux aspects? Ben, ça peut paraître compliqué, ça peut être compliqué pour certains, mais je veux dire, ça fait quand même 3 ans maintenant, donc j'arrive à faire la part des choses. J'arrive à dire au joueur que je suis pas content de lui une journée, mais 15 minutes plus tard, je suis en train de parler pour négocier, pour le re-signer. Donc, le joueur le comprend aussi. Donc, je pense que ça se passe quand même assez bien. Il y a eu 2-3 épisodes qui ont été plus compliqués. On pense à David Ebicher, on pense à Yannick Herren, où ça s'est fini un petit peu... Ça s'est fini par un départ, pas forcément une rupture de contrat, c'est encore en cours, ça c'est un autre débat. Ces moments-là, c'est aussi justement parce que tu es comme tu es, que ça arrivait à un clash, justement, ou à une situation qui était finalement insoluble. Toi, tu as fait comment, justement, le cas Ebicher, par exemple, sans forcément parler spécifiquement de celui-là, je pense qu'on ne peut pas trop aller dans les détails, mais quand ça va sur la place publique et qu'il commence à y avoir des affaires là autour, tu le vis comment? Les agents s'en mêlent. Et que les agents s'en mêlent. Bref, tu vis comment cette situation-là? Mais encore là... j'aimerais que les choses restent à l'interne, mais après, je pense pas que je suis le gars qui va dire les choses publiquement au début, parce que je veux que ça reste à l'interne. Si on parle du cas Bichard, ben, je pense que c'est lui qui est sorti dans les médias avant moi, donc après, ben, il y a des choses que je contrôle pas, mais dans ces cas-là, tu recherches le meilleur. Vraiment, j'ai rien contre aucun joueur. Tu recherches le meilleur pour le joueur et pour l'organisation. Quand tu vois que ça ne fonctionne plus avec quelqu'un puis le joueur ne veut plus jouer chez toi, pourquoi le forcer à jouer chez toi? Qu'il soit fribourgeois ou autre, ça ne fait pas de sens. Donc, tu ne veux pas avoir quelqu'un dans une équipe qui ne veut pas être là. Je pense que ce n'est pas bon pour personne. La nouvelle génération, je pense à ça parce que David Ebicher, mais je pense aussi à Sandro Schmidt avec qui ça joue plutôt bien. On a Gaëtan Jobin, on a d'autres. Comment tu gères avec elle? Est-ce que c'est, justement, en te remémorant ton passé de joueur, les joueurs de maintenant, on les gère sans doute pas comme on gère Julien Sprunger ou un Bikoff ou un Di Domenico. Ça va être un petit peu plus... ça va être différent, quoi. C'est totalement différent. Moi, dans notre temps, on marchait à coups de pied dans le derrière, puis on ne disait pas un mot. Donc, aujourd'hui, tu dois tout expliquer aux jeunes. Est-ce que tu es bien justement de marcher avec des coups de pied dans le derrière, ou bien a posteriori de te dire ouais, c'était un peu exagéré, quoi, à l'époque? Non, c'était comme ça. Il n'y a pas d'exagéré ou pas. C'était comme ça. Il n'y a pas de discussion. Donc, je pense que si ça n'avait pas été comme ça, il y a plusieurs de nous qui n'auraient pas réussi aussi. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils l'ont trop facile. Au contraire. Je pense qu'on doit tout leur donner assez rapidement, sinon ils te menacent de partir. Je pense que c'est la génération d'aujourd'hui. Donc, ils n'ont pas de patience. Ils ne savent pas c'est quoi souffrir pour avoir du temps de glace. Donc, c'est des choses
qu'il faut instruire les jeunes aujourd'hui. J'ai 2 petits garçons, 2 petits qui ont grandi, qui grandissent, mais j'ai Tu 2 enchaînes garçons. alors qu'on voulait enchaîner. Mais voilà, c'est de l'instruction qui vient de la maison aussi. Et puis voilà. Mais c'est pas simple parce que aujourd'hui ils demandent tout avant, presque avant de devoir vraiment travailler pour quelque chose. C'est quoi? C'est une place, genre, je dis n'importe quoi, mais Ouais. c'est j'aimerais une place sur la première paire de Ça peut défense être ou bien ça. le premier trio. Ça peut être ça. Et puis powerplay, puis on lui dit mais pourquoi? Mais écoute, j'ai fait la Suisse M20, j'ai marqué tant de points, et ben voilà, c'est un peu mon truc. C'est ce genre de choses. Ouais, ça peut être un peu dans ce sens-là que moi je dis toujours, écoute, j'aimerais bien que ça soit ça, mais il va falloir que tu montres que tu es capable de jouer. Donc, ouais, la génération d'aujourd'hui, c'est plus complexe dans ce sens-là. Notre discours doit être différent. On doit les appuyer, on doit leur parler, on doit les flatter. Donc, c'est totalement différent. Donc, c'est notre job en tant qu'entraîneur d'essayer de leur faire comprendre que, mais écoute, tu es dans une bonne équipe de hockey, il y a de la compétition, il y a des gars il y a aussi une hiérarchie dans l'équipe. J'ai des gars comme David Desharnais, Gunderson, Julien Sprunger, André Bikoff. C'est des gars Reto Berra, c'est des gars qui l'ont arraché, qui ont été en NHL, qui n'ont bavé avant d'arriver où ils sont. Donc, c'est des fois... Mais il y en a des bons jeunes aussi qui le comprennent déjà, qui l'ont, ça, puis qu'il n'y a pas de problème. Un Sandro Schmidt, aucun problème avec. Donc, voilà, c'est comme ça. J'allais justement venir sur Sandro Schmidt. Sa première saison, quand il revient de Suède, justement, tu l'envoies à Ajoie à un moment. Quand il revient à Fribourg, il joue en 4e ligne à l'aile, si je me rappelle bien, avant de finir centre de 3 et là d'avoir sa bonne fin de saison. Lui, il l'a complètement compris. Justement, il y a eu à un moment un frottement où il se disait même j'ai rien à faire à Ajoie. Ben non. Sandro était très compréhensif. Puis l'important quand tu es jeune, c'est de prendre beaucoup de temps de glace. Donc, ça a été très bon pour lui d'aller à Ajoie, même pour David Ebichard. Je pense qu'il a compris à la fin de saison que ça a été bon pour lui. Il a même dit que c'était extraordinaire qu'il ait pu gagner à Ajoie puis monter. Donc, je pense que ça a été bénéfique. C'est jamais facile au début quand tu penses avoir un certain rôle dans une équipe ou te faire dire, écoute, j'aimerais que tu aies joué en Swiss League. Ben, peut-être c'est pas facile, mais quand tu as 19, 20, 21 ans, l'important, c'est d'avoir du temps de jeu. C'est la seule manière de pouvoir t'améliorer. Ouais, mais la Swiss League, on a l'impression que c'est pas vulgaire. Enfin, je me mets à la place du directeur sportif, pour le coup, qui te dit, écoute, si tu vas à Ajoie, bah, tu vas jouer dans une bonne équipe, qui en l'occurrence est montée. Il y a pire dans la vie d'aller jouer peut-être une vingtaine de minutes à l'échelon inférieur, mais de pouvoir gagner des matchs. Enfin, je comprends pas trop pourquoi il est frustré, plutôt qu'éventuellement de pas trop jouer ou de jouer 5 minutes ou même pas à l'étage supérieur. Mais là, je parle pas que de David Ebichard. Je Non, pense non. en général, un joueur, tu veux l'envoyer en Swiss League, un gars de 20 ou 21 ans, ben, c'est sûr qu'il préfère de rester en National League. C'est plus intéressant, les entraînements sont plus rythmés. Mais voilà, le discours au début est toujours peut-être, pour certains, un petit peu plus difficile à comprendre. Pas pour tous. Pour Gaétan Jobin, super, il avait été à Ajoie, il était à Chaux-de-Fonds, là, très ouvert. Donc, ça dépend toujours de l'idée que le joueur se fait, de lui aussi, son rôle. Donc, avec certains, ça va bien, avec certains, c'est plus compliqué. Justement, on en parlait avant, les jeunes d'aujourd'hui qu'il faut éduquer dans ce milieu du hockey. Toi, tu as des enfants qui jouent. Il y a eu une déclaration dans le Matin Dimanche où tu disais, pour se développer en Suisse, c'est pas évident pour un jeune joueur et que tu hésitais à la fin de ton contrat. Tu as ce contrat jusqu'en 2023, si j'ai bonne mémoire, et que tu hésitais peut-être après à justement partir au Canada pour aider le développement d'un ou deux de tes enfants. C'est à toi d'être plus précis. Qu'est-ce qu'il en est? C'est toujours c'est un plan que tu as en tête actuellement? Ben écoute, si tu as la chance de... Prenons, à 20 ans, quelle est la meilleure ligue au monde quand tu as 20 ans ou quand tu as 17 ou 18 ans? Ben, c'est la Ligue canadienne ou l'université américaine. OHL, WHL. Et puis... J'ai joué là 3 ans. Pavel Rosa a joué là plusieurs. Même de nos jeunes ont joué là-bas. On a un qui est là présentement aussi, Julien Rod. Donc, si tu as une chance pour tes enfants de donner le meilleur, pourquoi tu le ferais pas? C'est rien
C'est rien contre les coachs qu'on a. On a 8 coachs professionnels. C'est rien contre ça. C'est seulement que le niveau est totalement différent. La concurrence est totalement différente. Les jeunes de 16-17 ans, tu peux jouer à Halifax ou à Québec devant 15 000 personnes. Les matchs en U20 en Suisse, il y a 50 personnes. Il y a 0 média, ce que je comprends totalement. Les scouts vont tout voir les matchs là-bas. Si ton but à 16 ans ou 15 ans, c'est de jouer en NHL, ben, je suis désolé, la meilleure ligue à aller jouer, c'est en Amérique du Nord. Aussi simple que ça. C'est rien contre la Suisse, c'est rien contre nos coachs, c'est simplement la réalité. Tu as l'impression que de mettre le focus là-dessus, de dire c'est rien contre la Suisse, qu'il y a certaines personnes qui vont penser à tort finalement que tu es un peu contre toi ou d'autres qui vont mettre en avant les ligues canadiennes en disant à quel point c'est vraiment bien, en disant ouais mais le travail de la Suisse il est un peu en bas. Non, pas du tout. C'est juste... Pas du tout. On produit de très bons joueurs suisses. Par contre, le niveau n'est pas celui de la Ligue en Amérique. C'est aussi simple. La Suède, la même chose. On a eu Sandro Schmidt qui a joué 3 ans. On a eu Timothée Chalard qui était là. On a Bixel de Bienne qui joue. On a joué contre. Il joue à Alexandre. Il joue là-bas. Pourquoi? Ben parce que le niveau n'est pas le même. Tout ce qui est le off-ice, tout ce qui est l'école, tout est adapté. Donc, je veux le meilleur pour mes enfants s'ils ont la chance, s'ils sont assez bons, s'ils ont un potentiel. On n'est pas rendu là. Mais s'ils ont la chance, c'est clair que c'est ça mon but. Mais, et puis toi, d'aller avec eux, plutôt que de les laisser aussi un peu grandir, c'est aussi peut-être ça. De se dire, eh ben, moi, je reste entraîneur, que ce soit à Fribourg ou ailleurs. Et puis eux, ils vivent leur jeunesse finalement là-bas, comme les autres qui sont partis un peu... Julien Rod, il n'est pas avec ses parents, donc voilà. Non, mais là, on a tous une mentalité différente là-dessus. Donc, moi, je suis québécois. Donc, si mes enfants avaient la chance de jouer dans ma propre ville, c'est à voir si je vais retourner ou pas. J'ai mes parents qui sont là-bas aussi. Donc, on verra. Ça, c'est dans quelques années. Mais après, ça va rapidement. J'ai mon plus vieux qui a eu 14 ans maintenant. Donc, les jeunes sont de plus en plus jeunes. Donc, c'est des discussions et des gens, tu penses à ça quand même assez rapidement. Est-ce qu'ils sont pros aussi un petit peu plus jeunes quand ils s'appellent Dubé parce qu'ils ont un papa, un grand-papa, une famille aussi qui a une grande carrière finalement dans le hockey sur glace. Donc forcément qu'ils voient peut-être un peu au jour le jour comment ça se passe pour être pro, finalement, déjà à 14 ans ou à 15 ans. Quoi. Bon, ben c'est sûr qu'ils traînent dans le hockey depuis qu'ils sont tout petits. Mon deuxième titre, mon petit garçon avait 3 ans, il était avec moi sur la voiture de la parade, la coupe. Donc, j'ai ça dans le sang. C'est la beauté de la chose. J'ai mon ami Sébastien Bordelot avec Thomas, c'était la même chose. Thomas a été drafté par San Jose. Tu regardes beaucoup de joueurs alentours, Nat Dominichelli, ses enfants, André Rotelli. Je veux dire, il y a plein de joueurs qui ont des enfants qui sont dans le hockey. Il y a Stéphane Rochette, Théo, c'est la même chose. Donc, si on a la chance de les aider avec notre expérience, bien, c'est sûr qu'on va le faire. Ça parle beaucoup de hockey à la maison. Quand ça va chez les grands-parents, ça parle de hockey aussi. Ça regarde du hockey à la télé. Donc, ça a même vu des vidéos de mon père quand il a gagné la Coupe AFCON 77 à Québec, les Nordiques de Québec. Donc, c'est comme ça, c'est dans la famille. Donc, après, est-ce que ça veut dire qu'il va réussir? Pas du tout. Mais... je pense que c'est un monde magnifique. Puis si j'ai eu la chance de les aider puis de leur dire ce que c'est une vie extraordinaire. Donc, on va essayer. S'ils ne réussissent pas, il n'y a aucun problème. Hein. Et puis, c'est pas... si tu joues, tu te donnes à 100%. Si tu as envie de faire d'autres choses, tu fais d'autres choses. J'ai vraiment aucun problème avec ça. Si tu veux essayer là-dedans, je vais t'aider. Mon plus vieux, présentement... je pense qu'il a un potentiel, puis il en mange du hockey, donc c'est cool. Puis j'essaie de l'aider et tout, donc c'est plaisant. C'est difficile, quand on est père, d'évaluer, mais en même temps, tu es un homme de hockey, donc ouais. Quand tu dis il a du potentiel, on parle de quoi? On parle d'un joueur qui peut jouer en National League à terme, par exemple, si tout se déroule comme prévu, s'il a un développement normal. Jamais qu'il y ait quelque chose qui se déroule comme prévu. Pour l'instant, c'est vraiment d'avoir du plaisir à jouer, puis, comme on dit, de bouffer la glace. Donc, quand tu es sur la glace, c'est vraiment de donner ton maximum, et il aime ça. Donc, je pense qu'il y a un caractère aussi compatible avec ce monde-là. Mais après, il y a plein de choses qui peuvent arriver. À 14 ans, il faut que tu aies du plaisir à venir à la patinoire et puis vraiment t'amuser. Ouais, ça viendra bien plus tard.
Donc, je pense que c'est l'important vraiment de s'amuser, puis de... mais voilà, tu vois déjà que l'oreille, et puis qui est demandeur. Du coup, on n'est pas en train de discuter du prochain contrat de Christian Dubé à Fribourg-Gotteron. C'est pas d'actualité. Non, écoutez, comme j'ai dit, j'ai encore une année de contrat, et puis je vais être encore ici pour quelques années. Donc, je me vois pas partir après la saison prochaine. Mais tu te vois alors, finalement, vu que tu as pris goût au rôle de coach maintenant, comme tu apprends toujours, est-ce que tu te vois continuer dans cette voie longtemps? Vraiment difficile à dire. Comme j'ai dit, déjà avec la famille, il faut voir ce qui va arriver. Donc, je suis un gars, un papa qui aime bien suivre ses enfants, voir ce qui se passe. Donc, je me mets vraiment pas de... Je veux pas regarder trop loin en avant. Donc, je suis vraiment pour l'instant focus à cette saison. Et puis, déjà, on verra après par la suite la saison d'après. Donc, toi, tu es capable de dire, écoutez, moi, maintenant, voilà, mon contrat se termine. J'ai envie de prendre une pause parce que j'ai envie de m'occuper de mes enfants, de regarder leur développement et tout, et puis j'arrête. Ça te poserait aucun souci. Probablement que ça me manquerait après quelques mois, mais il faut comprendre, j'ai jamais pris de pause. Jamais. Donc, j'ai arrêté ma carrière. Je devais jouer encore. Je suis tombé directement directeur sportif. Donc, j'ai jamais fait de pause non plus. Donc, je serais peut-être pas contre une pause, mais en même temps, quand j'ai du plaisir, je me vois aussi continuer. Donc, je suis pas dans ce job parce que j'ai absolument besoin. Je suis dans ce job parce que j'ai une passion puis j'adore ça. Tant que ça va bien, tant que j'ai du plaisir, je suis là. Puis ta femme, elle gère facilement cette passe. Ah si, elle a le choix alors. Hein. C'est facile de gérer justement une carrière de joueur, puis après une carrière d'entraîneur, et puis de voir les enfants aussi, et puis de baigner comme ça dans le hockey. C'est pas facile. C'est une belle vie, mais en même temps, ça dépend toujours de la personne qui est moi, comment elle gère tout ça. Donc, je sais que je suis pas toujours facile. Je suis un gars qui est très intense, que ce soit à la patinoire et à la maison aussi. Donc, chapeau à elle, parce que c'est pas toujours simple, je sais. Par contre, il y a un point sur lequel tu planifies pas mal à l'avance, c'est les contrats. Si on regarde Christophe Bertschy, signé pour les 7 prochaines saisons, Samuel Walser, signé pour 5 ans, t'as pas peur de penser loin. C'est quoi ta philosophie là derrière? Déjà, Christophe Bertschy, c'est un gars qui a 26-27 ans, donc je pense que planifier pour 7 ans, de la manière qu'il joue, de la manière qu'il patine, je pense que c'est pas trop un problème. Je pense qu'à 34-35 ans, devrait être encore un bon joueur dans cette ligue. Si je regarde Julien Sprunger, pour moi, c'est un meilleur patineur que Julien. Et Julien est un joueur différent, donc pas trop de problème là-dessus. Walser, c'est un gars qui a fait 4 ans qui est à Fribourg, un gars hyper professionnel de A à Z, pratiquement jamais blessé, prend soin de lui. Donner 5 ans à un gars comme ça, pour moi, c'est pas non plus prendre un gros risque. C'est des gars qui font partie d'un noyau qu'on veut construire autour. Donc, je pense que c'est vraiment un signe pour l'équipe et l'organisation qu'on veut s'installer comme une bonne équipe dans cette ligue. Et puis, je pense que des joueurs comme ça sont importants. Bertschy, il a signé 7 ans. On a beaucoup parlé de lui parce qu'il est fribourgeois, parce qu'il y a eu les mots du président, Hubert Weber, qui disait « on veut des fribourgeois à Fribourg ». Quelle a été la part entre lui, entre toi, pour faire venir Christophe Bertschy? Est-ce que c'était facile finalement? Tu as tout de suite senti qu'il avait envie de venir puis que tu allais rafler la mise ou bien? Non, alors pas du tout. Il y avait beaucoup d'équipes sur Christophe, ce qui est tout à fait normal. Lausanne, il est à Lausanne, donc je pense que quand tu as un joueur chez toi, je crois que tu pars avec une longueur d'avance parce que le joueur sait ce qu'il a. Lausanne ont quand même des bons moyens financiers, et c'est pas un secret. Donc, j'y allais, mais j'étais quand même assez sceptique. Donc, parce que j'avais déjà essayé de signer Christophe déjà une fois avant qu'il signe à Lausanne. Ça n'avait pas fonctionné. Donc, Hubert a eu les premiers contacts avec Christophe et sa famille. Et puis, par la suite, il m'a dit, écoute, contacte-le. Et puis voilà, vas-y, essayons, fais au mieux. Et puis, c'est teamwork, travail d'équipe entre le président et le directeur sportif. Écoute, Hubert m'a laissé faire par la suite. Et puis, voilà. Donc, je me suis assis avec Christophe, avec son agent aussi. Et puis, ça s'est fait assez rapidement. Je pense qu'il a vu que... Pour moi, c'était clair. J'ai dit à Christophe,
c'est sûr qu'on veut t'avoir. Puis, je suis pas le genre à traîner longtemps. Donc, quand on discute contrat et ça, je vais te faire ce que je peux faire de mieux. Et puis, je pense qu'il a vu assez rapidement que, que c'était du sérieux. Puis, je pense qu'il a aimé aussi le discours et le rôle et comment je voyais la chose avec. Donc, ça s'est fait rapidement par la suite. Ça se passe comment une entrevue comme ça? Pas forcément ce que tu as dit à Christophe Berti, mais tu as une présentation, tu lui montres un PowerPoint avec son nom dans l'alignement, ou comment ça se passe? Non, alors j'ai l'alignement, c'est sûr, comment je le vois comme rôle et tout ça. Donc, on l'a rencontré avec Gerd, je l'ai invité à la maison. Et puis avec Gerd, on l'a rencontré, son agent. Et puis voilà, je lui ai dit, écoute, Christophe, je pense que ce contrat-là, déjà, ça te montre que tu vas être important chez nous puis qu'on bâtit autour de toi. Vraiment, je pense qu'en tant que joueur, c'est ce que tu veux entendre aussi, qu'on veut bâtir une équipe autour de toi et quelques joueurs. Donc, je pense tout de suite que ça a été une chose qui lui a parlé. Puis, en étant fribourgeois, je pense que c'est... avec la patinoire, il voit aussi l'équipe dans la direction où on va. Donc, je pense que ça lui a parlé. Tu avais le contrat sur la table, tu lui as dit voilà? Non, pas du tout. Non, je voulais discuter avec. Je pense qu'il voulait voir aussi comment je suis comme personne, même si on se connaissait un petit peu, puis comme coach et tout ça. Donc, mais ça n'a pas été extrêmement long. On a parlé une bonne demi-heure, 45 minutes, et puis il a réfléchi, puis on a rediscuté une ou deux fois comme ça, mais ça s'est bien déroulé par la suite. J'ai juste mentionné avant l'identité fribourgeoise. Moi, il y a quelque chose qui me frappe aussi, et parce que c'est entretenu par Hubert Weber, justement aussi dans la presse, et je pense que certains journalistes sont très contents de pouvoir tout de suite rapporter le fait, justement, il met beaucoup d'emphase sur le fait qu'on veut des Fribourgeois à Fribourg. Quand on est directeur sportif, quand on est coach, puis qu'on aimerait peut-être des fois un Solorois, un Alémanique, un francophone, machin, un peu aller piocher n'importe où, puis d'avoir pas cette obligation, mais cette identité fribourgeoise qui vient, est-ce que ça te met des bâtons dans les roues, c'est peut-être un peu beaucoup, mais est-ce que ça te met une petite pression supplémentaire, et puis que des fois tu te dis, t'es gentil Hubert, mais bon, là, on va prendre ce joueur-là parce qu'il est bon, quoi. Désolé, il n'est pas fribourgeois. Non, alors je veux zéro pression. Moi aussi, je veux des bons fribourgeois. Des bons fribourgeois. Je veux dire, si on n'a que des fribourgeois puis on est dernier, je pense pas que les gens vont être contents. Donc, il faut un bon mix. On est chanceux, on a plusieurs bons fribourgeois chez nous. On va avoir Christophe qui vient la saison prochaine. Donc, mais il n'y a aucune pression du président vers moi pour dire tu dois signer absolument des fribourgeois. On a beaucoup de Suisses allemands aussi. Je veux dire, à la fin, qu'est-ce qui remplit la patinoire? C'est des victoires. Donc, je pense qu'il n'y a personne qui va gueuler si on est champion avec seulement 4, 5, 6 fribourgeois au lieu de 15. Donc, mais est-ce que je veux des fribourgeois? Oui. Est-ce qu'on veut des jeunes du cru? Oui, mais il faut des bons. Mais j'ai l'impression que si le Fribourg est champion avec 15, en tout cas, dans tout le canton, ça va parler, puis il y aura une véritable fierté. On sent aussi de la part pour connaître quelques supporters de Fribourg, c'est pas si anodin que ça, c'est vraiment important. Je faisais le parallèle avec Ambry, j'ai l'impression que peut-être plus qu'à Zurich, admettons, peut-être un peu plus aussi qu'à Lausanne ou qu'à Genève, il y a une fibre qui fait que c'est un petit peu spécial. Peut-être qu'à Langnau aussi, on nommera bien des gars du coin, des Emmentaler un peu. Oui, mais c'est normal, c'est correct. Je suis 100% d'accord avec ça. J'ai mes propres enfants qui sont là dans le mouvement junior de Fribourg. Donc, c'est sûr que j'aimerais qu'ils réussissent avec Fribourg si ça ne marche pas en NHL. Donc, c'est normal, c'est la même chose. Tout parent, tout fan veut ça. Tu t'identifiais des Sprunger, Bikoff, Marchand, Sandro Schmidt, Ludo Weber qui est parti, mais voilà. C'est ça, c'est l'identité du club. Berchi va nous faire du bien aussi par rapport à vendre de plein de choses. Donc, ça, je le comprends. Mais je répète que d'avoir des Fribourgeois et d'être dernier, c'est pas ça qu'on veut. On veut une bonne équipe. Je veux avoir le plus de Fribourgeois possible, oui. Mais il faut que ça fitte aussi. Tu prends pas juste un Fribourgeois pour prendre un Fribourgeois. Il faut que ça fitte aussi dans la philosophie de l'équipe et que ça soit un joueur qui ait un bon rôle. Tu disais avant que c'était plus difficile d'arracher un joueur quand il est dans un club. À l'inverse, tu sens que c'est plus facile. Justement, on pense à Kylian Motet qui est en fin de contrat la saison prochaine. Nathan Marchand, Sandro Schmidt sont des Fribourgeois. Tu pars avec un avantage au moment où tu t'assieds avec eux à table? J'espère. Sinon, il y a un problème. Je
veux dire, surtout dans la situation où on est là, surtout dans les rôles qu'ils ont. Donc, j'espère bien qu'ils vont prioriser Fribourg avant ailleurs. Donc, après, faut pas non plus... je veux dire, c'est pas à cause que tu es fribourgeois que tu veux nécessairement non plus jouer à Fribourg. Peut-être tu veux tenter d'autres aventures, voir d'autres choses, ce qui est tout à fait normal. Mais non, je pense que j'espère bien qu'on part avec une longueur d'avance. Et puis aussi, tout rêve d'un jeune Fribourgeois est de gagner la Coupe à Fribourg. Donc, si tu as une chance, si tu vois que tu as une bonne équipe et tu as une chance de faire partie de ça, je pense que tu vas faire pour. T'as pas une annonce en exclusivité d'une prolongation d'un de ceux-ci pour Colfax? On va finir la saison avant. D'accord. Alors, je reprends mes notes parce que je ne veux pas dire de bêtises, puis que c'est pour revenir sur ta carrière de joueur aussi, parce que mine de rien, c'est deuxième tour drafté en 1995, 39e choix. 33 matchs de NHL, un but avec les New York Rangers, et puis aussi Coupe Mémoriale avec les Olympiques de Hull. Vraiment pas mal de points en Ligue majeure du Québec. Mais finalement, d'avoir 33 matchs de NHL, est-ce que c'est un petit regret de se dire j'aurais peut-être voulu faire un petit peu plus, ou finalement, j'ai eu une super carrière en Suisse, les gars, rien à foutre? Non, j'aurais aimé jouer plus longtemps, mais c'est une époque aussi encore totalement différente d'aujourd'hui. Dans mon temps, j'ai joué à 19 ans. Il y avait 2 joueurs de 19 ans dans toute la ligue. Ou 3. C'était Jerome McGinley, Shane Doan et moi-même. Donc, j'étais avec les Rangers de New York. J'étais un joueur de centre. Il y avait Wayne Gretzky, Mark Messier, Sergei Nemchinov en avant de moi qui était sur l'équipe nationale russe. Donc, pour un gars de 19 ans, c'était difficile d'avoir du temps de glace. Les Rangers de New York, c'est une équipe qui jouait pour la Coupe Stanley. Il n'y avait pas de plafond salarial dans le temps. C'était une équipe qui avait 1,5 fois le budget de tout le monde. Donc, ils jouaient pour gagner. Donc, les jeunes, c'était pas leur priorité. Donc, après 3 ans passés en Amérique, j'en avais un petit peu marre du hockey. Donc, je me suis fait approcher par Lugano et Zurich. Et puis, j'ai dit, je vais retourner 1 an pour avoir du plaisir. Et puis, 22 ans plus tard, je suis encore ici. Parce qu'avant, je rembobine finalement, là, je suis parti sur le Canada, mais il y avait aussi le Valais pendant quelques années, quand tu es plus jeune. 12 ans. 12 ans en Valais. J'ai commencé à Sierre à l'âge de 3 ans jusqu'à 8 ans. J'ai été 6 ans à Martigny, 1 an à Chaux-de-Fonds aussi. Il y avait toujours du soleil, parce qu'il fait toujours beau en Valais, on est d'accord, hein? Oui, c'est pour ça que je suis bronzé depuis toujours. Qu'est-ce que tu gardes de cette période valaisanne? Beaucoup de choses. Mon enfance a été extraordinaire là-bas. J'ai joué énormément de hockey. Beaucoup d'amis aussi. Donc, c'est une région magnifique. Puis c'est pour ça que j'aime autant la Suisse. Puis que ça n'a pas été un problème de revenir ici pour moi parce que c'était comme ma deuxième maison. Puis la licence, finalement, on a parlé des joueurs qui étaient... mais toi, tu es binational. C'était la différence, finalement, ou bien? Non, je suis Canadien, mais avec licence suisse. Avec licence suisse? Oui. Mais tout de suite, quand ça se... J'allais dire ça se ferme en Amérique du Nord, mais non, ça se ferme avec New York. C'est différent. Oui. Et puis, tu te dis, j'en ai un peu marre. Est-ce que tu avais perdu goût au hockey un petit peu? Oui, non, vraiment, j'étais en Ligue américaine à Hartford ma dernière saison, puis je voyais qu'il n'y avait pas de débouché. Donc, même ailleurs, dans une autre équipe avec un trade? Donc, j'ai dit que je m'en allais. J'avais signé à Lugano, puis les Rangers m'ont dit, écoute, on t'échange au Canadien de Montréal. Ça, c'était au mois de juin. C'était le jour du draft. Et puis, je devais donner mon accord, et puis j'ai refusé. Parce que j'en avais vraiment marre du hockey, puis je voulais aller m'amuser. Puis après, si je me faisais échanger, j'avais pas la garantie d'un one-way contract puis que je puisse jouer à Montréal. Donc, je voulais m'éviter de me retrouver en Ligue américaine qui était à Fredericton dans le temps. Donc, j'ai dit, ça fait déjà 2 ans que je suis dans les mineurs à Hartford. Je me vois pas une année à Fredericton. Je vais arrêter totalement. C'est le Nouveau-Brunswick? Oui, exactement. Donc, j'ai dit, je vais aller à Lugano 1 an. J'avais été à Lugano, j'avais visité Lugano avec Jim Koleff, avec mon père et ma femme aujourd'hui. Et puis, on a décidé dans cette direction. Mais on est d'accord. Canadien de Montréal. Oui. Canadien de Montréal, on parle d'un Québécois à qui on propose, en gros, de devenir le pape. Enfin, je veux dire, c'est le saint Graal pour un joueur où, justement... Mais tu l'as pas vu comme ça en te disant, ouais, mais si c'est pour pas jouer... Quand tu es dans un état psychologique que tu n'as plus de plaisir à jouer au hockey, que ça peut être les Canadiens de Montréal ou ça peut être n'importe qui, si tu n'as plus de plaisir, tu n'as plus de plaisir. Donc, moi, je voulais retrouver plaisir à jouer au hockey.
Et puis, pour moi, c'était pas le bon moment d'aller en NHL. Donc, j'ai dit non, je m'en vais à Lugano 1 an. Et puis, j'ai eu des chances de retourner en NHL, puis je suis jamais retourné. Parce que j'avais du plaisir. Écoute, aussi, il faut être honnête que je gagnais bien ma vie ici. Ouais. Et puis, j'aimais ma vie. J'étais tout le temps à la patinoire, à la patinoire à la maison. Donc, je ne voulais pas retourner en NHL, puis devoir me battre pour jouer sur la 4. Le hockey était différent dans le temps. N'oubliez pas que c'est dans les années 90, c'était l'année Du hooking, c'était les gros. Les gars, moi, je fais 1m80, puis j'étais catégorie un petit joueur. Donc, aujourd'hui, il y en a plein des joueurs de ma grosseur, il n'y a aucun problème. Mais dans le temps, c'était tous des gars d'un 1m95, des défenseurs, ça accrochait. Donc, c'était très, très, très différent d'aujourd'hui. Tu as lâché 2 noms avant de joueurs qui jouaient avec toi à New York quand tu es arrivé, Wayne Gretzky à Messier. Pour les jeunes comme nous, les plus jeunes comme nous, c'est des noms qui font forcément rêver. Quand tu arrives dans un vestiaire, puis quand tu arrives la première saison, c'est justement l'année où Gretzky arrive à New York, si je ne me trompe pas. Et tu arrives à m'expliquer comment ça se passe? Ben moi, juste pour vous dire, dans ma chambre, les tapisseries, c'était Wayne Gretzky. Donc, j'arrive dans le vestiaire, puis tu te retrouves à côté de lui, à côté de Luc Robitaille, qui était... un ailier québécois. Ben oui, qui était aussi une légende, une idole. Donc, tout d'un coup, tu te réveilles, puis t'es dans l'avion, t'es à côté de Wayne Gretzky, t'es des sièges 2 par 2, puis tu dis « Hey, kid, come sit beside me dans l'avion. » Donc, écoute, t'es dans un autre monde, t'es très impressionné. Mais voilà, après, ça devient un peu comme une normalité. Je sais pas comment expliquer, mais il fait partie de... Ben voilà, tu fais partie de l'équipe. Puis, il a 2 bras, 2 jambes. Du jour au lendemain, tu l'appelles Gretz, et puis... voilà. Et, je dirais pas que c'est un ami, mais c'est un coéquipier. Donc, tu deviens un peu à oublier ça assez rapidement. Alexis Kovalev aussi... je jouais tout le temps avec aux échecs dans l'avion, et c'est ça. Donc, ça vient que t'es... Mais quand tu repenses à ça aujourd'hui, tu te dis, purée, à 19 ans, tu as eu la chance de vivre ça. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est Marc Messier. Donc, mais quand tu es là, tu t'en rends pas compte. Puis, c'est ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que si je pouvais retourner en arrière, mais je regarderais, j'écouterais beaucoup plus que je l'ai. Tu as 19 ans, tu es un peu innocent. Tu crois que ça va toujours être comme ça. Que ça va. Donc, mais voilà, quand j'y repense, c'était assez exceptionnel. Mais c'est vrai que si on pense... Parce qu'il faut vraiment se rendre compte de ce que c'est. Vraiment pour les auditeurs, de se dire... New York, Manhattan, les Rangers à l'époque, pas de plafond salarial, ils pouvaient payer à peu près ce qu'ils voulaient. Donc, c'est un marché immense pour jouer au hockey, pour un marché sportif qui est incroyable entre la NBA, la NFL, la MLB. Enfin, c'est vraiment un des plus gros marchés. Enfin, c'est le plus gros marché de sport au monde. Finalement, c'est plus gros que Los Angeles. Donc, d'être au milieu de ça avec deux des 5 plus grands joueurs de l'histoire, avec le plus grand. Quand on a 19 ans, moi je repensais aussi à Gaëtan Haas qui nous expliquait comment ça avait été de... Parce que tout le monde lui posait la question, et alors Connor McDavid, il est sympa. Et puis il disait, ouais, bon, bah, moi, oui, c'est un type, il est sympa, mais il vit sa vie. Est-ce que Gretzky, il avait ce côté un petit peu plus paternaliste, je sais pas, mais quand il dit justement, allez, gamin, viens à côté de moi dans l'avion, est-ce que ça faisait partie de sa personnalité de se dire je mets à l'aise les jeunes, finalement? Pas énormément. Dans le temps, il y avait beaucoup le groupe des vétérans. Donc, Gretzky, Messier, c'était des gars qui avaient 33, 34 ans. Donc, ils étaient beaucoup ensemble. Et puis, on avait les plus jeunes qui étaient ensemble. Donc, moi, j'étais beaucoup avec Alexis Kovalev, avec Niklas Sundström, qui était un premier choix des Rangers aussi, suédois. Dans le temps, Dan Cloutier, qui était gardien aussi, qui était québécois. Il y a Luc Robitaille qui prenait beaucoup de soin de moi. Donc, d'ailleurs, il m'avait trouvé une famille d'accueil suisse à New York. Donc, j'habitais chez eux. Et puis, donc Luc, j'étais très proche de lui. Mais sinon, c'était quand même les vétérans ensemble, les kids ensemble un peu. Brian Leach, par exemple, il était du côté des vétérans, je pense. Ben oui, Leach Mike était Richter. Leachy dans le temps, Mike Richter, Jeff Bookaboo, Move Samuelson. C'est tous des gars, des légendes là-bas avec Gretzky, avec Messier, avec Adam Graves. C'est un peu la clique ou le noyau de joueurs. C'était ces 7, 8, 9 joueurs-là. Tu penses à ça aujourd'hui,
les gars, ils faisaient les entraînements sans casque. Donc, tu dis, purée, tu shootais le puck, tu voyais Off Samuelson qui n'avait pas de casque devant le goal. Parce qu'il avait des dons aussi, parce que pas de casque, d'accord. Je ne sais pas si c'était vrai, mais... Non, mais tu dis, c'est un autre monde. À New York, on avait beaucoup de stars. Les gars, ils faisaient un peu ce qu'ils voulaient, entre parenthèses. Donc, pour un coach, ça devait pas être facile à gérer. Et puis, toi, quand tu arrives à Lugano, finalement, tu changes de dimension dans le sens où tu n'es plus le jeune à qui on ne fait pas trop confiance. Tu deviens assez rapidement rookie de l'année, je crois meilleur buteur. Et puis, quand tu vois ça, tu te dis, OK, j'ai fait le bon choix finalement. Ah, totalement. Je suis arrivé là-bas, puis Jim tout de suite m'a fait confiance. C'est pour ça qu'on avait été me chercher. On a perdu en finale, mais voilà, comme vous avez dit, j'avais fini assez haut dans le classement des marqueurs. Je pense celui qui avait marqué le plus de goals. Donc, j'ai retrouvé plaisir à jouer au hockey. C'est pourquoi j'étais venu. Et puis, j'ai décidé de continuer dans cette direction-là. Je me suis dit, pourquoi partir? J'ai du plaisir. Présentement, retourner en NHL ne fait pas de sens. Justement, on a un cas de Gregory Hoffman cette année qui est revenu en Suisse. Pour un peu le même genre de choses. Tu as un regard un peu du coup différent en disant ouais, je vois pourquoi un gars comme ça décide de rentrer. Oui, je peux comprendre. Je sais pas si en milieu de saison c'est la bonne chose à faire, honnêtement. Mais je peux comprendre que si ça va pas ou s'il aime pas son rôle, que c'est pas simple. Après, je pense que tu dois te donner quand même quelques années pour essayer de réussir. Donc, moi, ça faisait quand même 3 ans, j'étais là-bas, puis je voyais pas vraiment de débouchés. Donc, mais je peux comprendre très bien ce qu'il vivait. En plus, il y a eu la naissance d'un enfant, donc je peux comprendre. Quand tu débarques en Suisse, que finalement tu prends un rôle très important dans l'équipe, que tu as un statut de joueur à licence suisse, est-ce que, quand même, les points, c'est important? Parce que j'ai l'impression que des fois, quand on entend parler dans la Ligue, je ne sais pas s'il y avait déjà des petits bonus pour marquer les points, mais est-ce que c'était un truc, on chasse un peu j'aimerais bien battre les 60 points, si je marque ce but-là, c'est cool. Gratter un assist, ça existait déjà à cette époque? Ça existait, mais moi, j'avais pas de points par match personnel. J'avais pas de bonus pour ça, mais c'est clair que quand je suis arrivé, j'étais beaucoup analysé avec les goals et les assists que j'avais comme un étranger, dans le fond. Donc, si j'étais arrivé et j'avais fait 10 points après ma saison, je pense que j'aurais pas fait long feu. Donc, je connaissais mon rôle et puis ça a tout le temps été comme ça. Malheureusement, en Suisse, en fin de saison... un bon joueur est analysé par le nombre de points qu'il a, ce qui n'est pas tout le temps juste. Tu crois que c'est encore comme ça maintenant? Beaucoup. Ouais. Je pense que les étrangers, la première chose que les directeurs sportifs vont regarder, c'est le nombre de points. Souvent, quand c'est un joueur un étranger, tu regardes tout de suite ses stats. Si le gars il a 4-5 points, tu vas te dire, je pense pas qu'il va faire l'affaire en Suisse. Mais c'est hyper spécial quand on sait que la plupart des directeurs sportifs, c'est des anciens joueurs aussi. Donc, on pourrait se dire que nous, journalistes, à la rigueur, on se dit « Ouh là là, il a 50 points, il doit être super. Ouh là là, il a 20 points, il doit être pas bon. » Mais de la part je prends n'importe qui, mais Reto Clay, il a joué au hockey sur glace. Steinman, il a joué au hockey sur glace. Yann Alston aussi. Donc, ça me surprend un petit peu de me dire que des directeurs sportifs vont avoir cette façon de voir. Non, mais c'est souvent la première chose que tu regardes. Quand on t'envoie le joueur, on t'envoie sa feuille de stats. Si le gars joue en Liga, en Finlande, puis il fait 10 points en 50 matchs, tu sais très bien qu'il ne fera pas l'affaire en Suisse. Ouais. Donc, après, si le gars, c'est un joueur défensif, tu sais très bien, tu ne regardes pas que ça, mais il doit avoir quand même un minimum pour pouvoir performer ici. Est-ce que maintenant, avec les 6 étrangers, ça va changer un petit peu la donne parce qu'on va prendre des joueurs un peu plus de rôle, parce qu'on a des joueurs suisses qui complètent finalement les... Je pense que oui. Je pense que tu peux pas avoir 6 top scorers. Non, je pense qu'il devrait avoir un mix. Si je prends moi de mon côté les étrangers que j'ai, déjà mon deuxième étranger défenseur, c'est un défenseur défensif. Donc c'est pas un Gunderson. J'ai déjà Raphaël Diaz qui est aussi assez offensif. Donc je voulais un gars qui reste stay home defenseman, comme on dit, puis qui est capable d'engranger beaucoup de minutes, mais bon défensivement.
Ça me fait penser, Gunderson, Diaz, j'imagine ça, puis je me dis, il y a 2 powerplays, c'est très bien, mais on a parlé de Motet, on a parlé de Brodin, de Desharnais, etc. Après, des joueurs qui montent, comme Marchand, qui méritent peut-être une place sur un powerplay, c'est facile de contenter tout le monde en tant que coach, justement, de se dire, bon, ok, lui, il est hot, en ce moment, il va super bien, mais bon, lui, quand même, je sais qu'il est bon sur le powerplay. Est-ce que justement de manager un petit peu, de ménager certaines susceptibilités sur les trucs. Est-ce que c'est un travail qui est assez difficile au jour le jour? C'est un travail intéressant. C'est important, justement, tu ne peux pas satisfaire tout le monde, mais c'est important d'avoir une discussion avec le joueur puis de lui dire le rôle que tu vois. Donc, Nathan Marchand sait très bien que je ne m'attends pas à ce qu'il fasse 50 points. Et c'est très bien. Il y a un rôle plus offensif qu'il y avait aujourd'hui en jouant avec David et Kylian. Il ne joue pas sur le power play, mais voilà, il joue beaucoup à 4 contre 5. Donc, après, si le joueur n'est pas content de son rôle, ils doivent me le dire aussi. Donc, mais c'est le rôle du coach d'essayer de satisfaire tout le monde, ce qui est jamais possible. C'est aussi la difficulté, aussi le rôle d'un bon GM, c'est d'aller chercher les joueurs puis les mettre aux bons endroits. D'avoir 10 joueurs qui cherchent à finir premier score de l'équipe, ça ne fonctionnera pas. Tu peux pas avoir juste des chefs, il faut que tu aies des Indiens aussi à côté. Donc, c'est ce qui rend notre travail intéressant. Un aspect que souvent aussi avec Greg dans Colfax, on aime relever, c'est le coaching in-game que tu fais. Ce qui n'est pas forcément pas tant chez d'autres. On a l'impression que des fois, il y en a certains, ils aiment bien avoir... et on comprend, quand tu as ta tactique et puis que tu te dis, non, finalement, ça va passer. Et toi, tu n'hésiteras peut-être pas à changer quelque chose, à faire un switch entre les tiers, voire même pendant un tiers. C'est quelque chose qui est... Ouais, que tu aimes bien faire, justement, de te dire, écoutez, j'ai pensé que c'était comme ça, finalement, je me suis trompé, je vais changer. Non, oui, écoute, je pense que je suis beaucoup... je tiens de mon père un peu. Mon père était très actif comme coach. Moi, tu peux avoir une idée en tête, tu peux avoir des lignes en tête, une stratégie, mais à un moment donné, des fois, quand ça ne marche pas, il faut que tu sois aussi honnête puis te dire, écoute, là, ça ne marche pas aujourd'hui, il faut essayer quelque chose. Je déteste jouer un match, être 2 tiers, il n'y a rien qui se produit, puis tu continues avec ton idée. Il n'y a rien de pire que de te retrouver à la fin du match puis de dire, purée, j'aurais dû essayer de faire quelque chose. Donc, là-dessus, je pense qu'on ne peut pas me reprocher de ne pas essayer les choses. Donc, si je vois qu'il y a un joueur qui est à côté de ses patins, je suis désolé, mais il y a quelqu'un d'autre qui va prendre ta place. Donc, je pense que j'ai des options là-dessus. On a fait des changements plusieurs fois durant la saison en mettant soit Kylian avec Dido, avec Sandro, et puis en mettant Julien avec David aussi ou ça. Donc, peut-être ça ne fonctionnera pas, mais au moins, je ne serai pas là après le match à me dire j'aurais peut-être dû essayer de faire ça. Donc... Puis ça, c'est l'action en tant que coach de Gauthieron pour Gauthieron, mais il y a aussi l'action en tant que coach de voir comment ça se déroule en se disant, bon, voilà, on joue contre Zouk, contre Zurich. Je pensais qu'ils allaient faire comme ça. Finalement, non. Donc, on va changer et switcher ça pendant un truc. Il faut aussi avoir les joueurs qui sont capables de, tout d'un coup, d'être assez intelligents pour varier leur jeu, non? Oui. Mais on a différentes stratégies comme les forechecking. Tu as différentes manières de forechecker. Donc, tu peux être plus agressif, moins agressif. Donc, on essaye de faire ce changement des fois in-game, comme on dit. Ou si le power play, on voit qu'ils ont fait un truc différent qu'on pensait, ou on essaye d'ajuster, ou à 4 contre 5, ou comme je dis sur eux, leur forechecking. Donc, c'est toutes des choses après les tiers, on analyse, puis si on a des changements à faire, on va aller dans le vestiaire pour les faire. Il n'y a pas si longtemps, tu m'as presque fait un cadeau, parce qu'une de mes grandes théories dans Colfax, c'est que le 4-3 en prolongation, il faut sortir son gardien. Parce que je t'ai fait un cadeau. Il faut sortir son gardien et jouer à 5 contre 3 et marquer un but, parce qu'on a plus de chance. Tu l'as pas fait exactement comme moi, je l'imagine. Toi, tu t'es dit non, à 3 contre 3, je sors mon gardien, c'est plus rigolo. Il se passe quoi ce soir-là? On l'avait dit déjà, j'avais dit à David, parce que j'avais vu Sergei Fedorov qui l'avait fait 2 fois, ça a fonctionné. Puis j'ai dit à David, pourquoi on n'essaierait pas la prochaine fois qu'on est en overtime, si on a possession du puck? J'ai dit, j'aime bien l'idée d'être à 4 contre 3, puis d'essayer de marquer. J'ai dit, de toute manière... on est quand même en bonne position, donc c'est pas grave. Donc, pourquoi on ne l'essayerait pas? Donc,
On n'en a pas discuté avant le match où c'est arrivé. C'était contre Lugano, c'est bien ça? Oui. Et puis, donc, à la fin de la période réglementaire, j'ai dit à Reto, si on chope le puck, j'ai dit, on revient en arrière, puis tu me regardes au banc. Puis surtout qu'on part, je te fais signe, puis on sort à 4 contre 3. Donc, ça a commencé. Je pense que Lugano avait le puck, puis finalement, on a pris possession. Et puis, Reto, tout de suite, il m'a regardé, puis j'ai dit, OK, tu viens. Donc, je pense que c'est Kylian qui a embarqué. Et puis, on a réussi à créer une pénalité. Quand on a eu un 4 contre, on était à 4 contre 3, et puis avant de s'installer, ils ont pris une pénalité. Puis par la suite, on a marqué en power play. J'ai pensé aussi à enlever Reto pour jouer 5 contre 3, mais je me suis dit, écoute, j'aimais quand même le fait qu'on soit à 4 contre 3. Ça te fait peur un peu de se dire, ouais, oui, je joue un peu plus agressif, on va dire, en sortant le gardien. Puis tu te dis, ouais, mais après, je suis vraiment... on va me dire, mais quelle pomme ce Christian d'avoir sorti alors qu'il était déjà à 4 contre 3. C'est un peu le sentiment de se dire, je veux pas pousser. J'avais poussé déjà avant, mais pour moi, 4 contre 3 ou 5 contre 3, c'est surtout un petit avantage de plus, mais j'avais confiance qu'on peut se marquer à 4 contre 3 avec notre schéma de jeu. Donc, j'ai dit, écoute, on va y aller comme ça. Récemment, il y a aussi eu Genève Servette qui avait, pendant la prolongation, fait le coup de faire sortir quelqu'un au bout du banc en zone défensive et faire rentrer Winnick en zone offensive. Ça, c'est le genre de choses. On le voit juste plus actuellement parce que il y a plus de caméras, tous les matchs sont télévisés, mais que ça existe depuis longtemps. Ou ce genre de petites astuces, on va dire, tactiques, où il y a une évolution justement pour trouver des petits avantages sur la glace un peu. Non, je pense qu'il y a une évolution, comme tu dis. Il y a plus de caméras, il y a plein de choses aussi qu'on ne remarquait pas dans le temps parce qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos comparé à aujourd'hui, mais je pense qu'il y a une évolution. Tout est tellement... il n'y a plus de secret au jour d'aujourd'hui. Tout est analysé de A à Z. C'est rare que tu vas sortir des jeux surprises parce qu'on analyse tout de chaque équipe. On joue contre Lausanne, on joue contre Genève ou contre Lugano, on sait exactement ce qu'ils font. Donc, il n'y a plus vraiment de surprises. Donc, c'est des petits jeux comme ça que tu arrives encore des fois à créer une surprise, mais sont rares. Tu es un amateur de vidéos, beaucoup de vidéos pour les joueurs ou plus feeling un peu? Je suis un mix. On a du vidéo 3 fois par semaine. On analyse bien l'adversaire, donc jamais de surprise. Mais de mon côté, j'aime bien que, vu que j'ai une équipe quand même assez... j'ai des gars assez créatifs, j'aime bien qu'on... Il y a des schémas, mais il y a aussi de la créativité de leur part. C'est l'équipe qui te ressemble le plus, finalement, cette équipe de Fribourg-là? Je dirais que oui. Je dirais que... avec des gars comme Kylian, comme Dido, comme David, Julien. J'ai des gars qui sont bons défensivement, mais aussi créatifs. Je pense que si je me vois comme joueur, j'étais aussi un gars qui prenait soin de ma défensive, qui bloquait des shots, qui jouait à 4 contre 5, qui gagnait des face-offs, mais qui était aussi créatif offensivement. Donc, j'aime jouer au hockey, j'aime que c'est rapide, j'aime surprendre, jouer est-ouest, nord-sud. Donc, j'aime que nos défenseurs suivent l'attaque. J'aime beaucoup ça aussi. Donc, je pense que là, on joue un hockey qui est quand même pas mal identifié à ce que je voulais, oui. Identifié à Christian Dupé, mais pas forcément identifié alors canadien, on va dire dump and chase. Non, hein, justement. Moi, mon mot d'ordre, c'est puck management. C'est-à-dire, on a le puck, on garde le puck. C'est assez dur d'avoir le puck. Si tu as le puck 80% du match, je pense que tu as une bonne chance de gagner le match. Donc, quand tu dump and chase, tu dumpes le puck, tu as une chance sur deux de le revoir. Quand tu l'as, le puck, je veux pas... Les Russes étaient tellement bons à ça parce qu'ils étaient bons techniquement et tout. Je veux pas reproduire le hockey des Russes, pas du tout, mais je veux qu'on a le puck, on le garde et on fait quelque chose avec. Et si on devait... ton style, est-ce que ce serait un petit peu un mix, justement, un petit peu de Canadien, un petit peu de Russe, peut-être un petit peu de Scandinave Oui, je pense que je suis un mix. Je suis un mix en tant que personne aussi, de Canadiens, Nord-Américains, Européens. J'aime beaucoup le jeu des... Je regarde là, aux Olympiques, les Suédois, les Finlandais, ça joue au hockey magnifique. Mais j'aime aussi la grind du Canada. Ça va devant le goal, ça a du caractère. C'est important aussi. J'aime la finesse des Russes. Mais voilà, je pense que le joueur parfait est un mix de toutes ces choses-là. Donc, je
je peux pas reproduire le jeu parfait, mais j'essaye de jouer structuré, mais avec une créativité. Tu me fais penser à une question quand on voit la surface de jeu, parce qu'on en a beaucoup parlé avec la taille NHL des patinoires aux Jeux Olympiques. Est-ce que finalement, en Suisse, on sait que René Fazet est un grand amateur de petites glaces. On a cru lire que les Finlandais, maintenant, ils voulaient faire un truc un peu hybride, parce qu'à la place de 26 ou 30 mètres, eux, ils voulaient 28, parce qu'ils aiment quand même mieux avoir un peu plus de largeur. Si tout d'un coup, on met en Suisse, on dit, écoutez, on va passer à 26 mètres glace NHL à la place de 30, est-ce que tu vas être satisfait Tu penses que le jeu sera amélioré? Ah non, je pense pas que le jeu va être amélioré. Je pense que ça va être très différent. Beaucoup moins d'espace sur la glace. Je pense que ça sera une grosse adaptation pour plusieurs joueurs. Je pense aussi la beauté du jeu rapide en Suisse et aussi l'espace qu'on a. Tu as des joueurs, regardez un Dennis Malgin jouer pour lui quand il était à Toronto. C'était plus difficile parce que les gars sont plus gros, la glace est plus petite. Tu donnes de l'espace à un gars comme ça, un gars comme Grégory Hoffman, ben c'est sûr que un Di Domenico, quand tu as tout le temps un gars sur toi, c'est beaucoup plus difficile. Donc, je pense que ça changerait beaucoup le jeu. Pour le mieux ou... Pas sûr, non. Pas sûr, non, je pense que quand on parle du hockey suisse, ben, c'est rapide, c'est plus spectaculaire, c'est plus ouvert que la Finlande ou que la Suède. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a plus d'espace et puis les joueurs ils ont une chance d'être un peu plus créatifs. On est au terme de cet épisode 21 de Colfax, qui est diffusé à quelques heures du match Fribourg-Lausanne, mais qui n'a pas été enregistré le jour du match Fribourg-Lausanne, sinon on t'aurait pris beaucoup de ton précieux temps, Christian. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Merci à vous. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de cette saison? Que tout le monde soit santé pour commencer les playoffs. Parfait, on peut que te le souhaiter. Pour nos auditeurs, nous on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode plus normal, où on parlera de cette reprise des premiers matchs, de la course au top 6 qui va être passionnante. Et puis, des pronostics, de la course au play-off, à la première place dans laquelle vous êtes bien emmanchés du côté de Fribourg-Gotteron. Et puis d'ici là, posez-nous toutes vos questions sur nos différents réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram. Et abonnez-vous à nos différents canaux. Bientôt.